Et si la profondeur d'un réseau de neurones, ce n'était pas une question de nombre de couches, mais un flux continu? C'est une idée un peu folle, mais c'est celle qu'on va explorer ensemble. Oublions un instant l'image classique de l'empilement de blocs et imaginons plutôt une transformation fluide, une dynamique qui redéfinit complètement ce que profond veut dire en deep learning. Alors je sais, cette question peut paraître complètement absurde. Le deep de deep learning, c'est justement ça, non? L'empilement de couches. Et pourtant, c'est en se posant cette question qu'on ouvre la porte à une toute nouvelle famille de modèles. Et si, au lieu de sauter d'un état à un autre, l'information pouvait tout simplement s'écouler de manière continue? Voici le programme. On va commencer par voir comment on passe de ces couches bien séparées à des flux continus. Ensuite, on va définir ce que sont les équations différentielles ordinaires neuronales, les fameuses EDO. On verra la petite astuce pour les entraîner, la méthode adjointe. Puis, on ira voir encore plus loin avec des modèles plus avancés, leurs applications et bien sûr les défis qui restent à relever. Bon, pour bien saisir cette idée de continuité, il faut d'abord repartir de ce qu'on connaît bien, les couches discrètes. Comment est-ce qu'on passe de ce monde qui ressemble à un escalier à un flux lisse, ininterrompu? La comparaison ici est vraiment parlante. À gauche, on a l'équation d'un ResNet. L'état caché passe d'une couche à la suivante, c'est une mise à jour discrète. C'est un peu comme monter un escalier, on fait des pas bien définis. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle une discrétisation de l'air. Maintenant, à droite, imaginez que ces pas deviennent infiniment petits. On ne saute plus, on glisse. On obtient un flux continu, décrit par une équation différentielle. Et là, le temps, attention, ce n'est pas une horloge, c'est une métaphore pour la profondeur du réseau. Et cette idée de glissade, eh bien, elle nous amène tout droit au concept de profondeur continue qui est incarné par les équations différentielles ordinaires neuronales. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Une EDO neuronale, c'est un modèle où on n'apprend plus une série de transformations, mais directement la fonction f qui décrit la trajectoire de l'état caché. La sortie finale, c'est juste la solution de cette équation à un temps t qu'on trouve avec un solveur numérique. En gros, on remplace une pile de, disons, 100 couches par une seule boîte noire, un solveur DDO, qui va calculer pour nous une trajectoire d'une complexité quasi infinie. Et franchement, les avantages de cette approche sont spectaculaires. D'abord, un coût mémoire constant. C'est énorme. On pourrait, en théorie, entraîner un réseau infiniment profond sans jamais saturer la mémoire. Ensuite, le calcul est adaptatif. Le solveur va travailler plus fort sur les entrées complexes et plus vite sur les cas simples. C'est bien plus malin. On peut aussi jouer sur le curseur vitesse-précision après coup. Et surtout, c'est une solution parfaite pour les données temporelles irrégulières, genre des dossiers médicaux. C'est un vrai casse-tête pour les modèles classiques, mais ici, c'est naturel. Bon, tout ça, c'est bien beau sur le papier, mais ça soulève une question essentielle. Comment on entraîne un truc pareil? Comment on fait une rétropropagation du gradient à travers un processus qui est continu? Et voilà le nœud du problème. Une rétropropagation classique, ça demande de stocker toutes les activations intermédiaires pour calculer les gradients. Mais pour un flux continu, ça voudrait dire stocker une infinité d'états, ce qui est évidemment impossible. C'est le principal obstacle technique à franchir. La solution, elle nous vient de la théorie du contrôle optimal. C'est la méthode adjointe. Et l'idée est d'une simplicité géniale. D'abord, on fait le calcul normalement, en avant, pour obtenir la sortie. Ensuite, on calcule l'erreur à la fin. Et c'est là que la magie opère. Au lieu d'avoir tout stocké, on va résoudre une nouvelle équation différentielle, l'équation adjointe, qui nous permet en quelque sorte de rembobiner le film et de calculer comment le gradient évolue en remontant le temps. Ce schéma illustre bien le processus. On part du gradient de la perte, L, à la toute fin et on remonte le temps en résolvant cette fameuse équation adjointe. C'est une méthode super astucieuse parce qu'on n'a pas besoin de stocker la passe avant, on la recalcule à la volée, mais à l'envers, en même temps qu'on calcule les gradients. C'est à la fois économe en mémoire et numériquement stable. Et le résultat, il est là. Un coût mémoire constant, en haut de 1, pour la rétropropagation. C'est la fameuse promesse, une profondeur infinie sans le coût mémoire infini. Ça fait sauter l'un des plus gros verrous dans l'entraînement de modèles très très profonds, et ça ouvre la voie à des architectures qu'on ne pouvait même pas imaginer avant. Ok, maintenant qu'on a les bases solides des EDO, on peut aller encore plus loin. Parce que ce concept de dynamique continue, on peut l'étendre pour gérer des scénarios encore plus complexes. Il y a cette citation de Kidger et ses collègues qui résume parfaitement la prochaine étape. Si l'EDO neuronal, c'est un ResNet continu, alors l'équation différentielle contrôlée, ou EDC, c'est l'analogue continu d'un réseau récurrent, un RNN. En fait, une EDO neuronale a une limite assez fondamentale.
Une fois qu'on lui donne son point de départ, sa condition initiale, eh bien, toute sa trajectoire est déjà tracée. Il n'y a aucun moyen de lui donner de nouvelles infos en cours de route. Et ça, c'est un problème pour les séries temporelles, où les données arrivent en continu. C'est précisément là que les EDC neuronales entrent en jeu. Ici, la dynamique n'est plus autonome, elle est contrôlée par les données qui arrivent. Imaginez que l'état caché est une voiture. Dans une EDO, elle suit une route fixée à l'avance. Dans une EDC, les nouvelles données sont comme des instructions GPS qui arrivent en direct et qui lui permettent de changer de cap à tout moment. C'est donc parfait pour modéliser des séries temporelles irrégulières. Ce tableau résume bien la distinction. L'EDO neuronal, c'est comme un ResNet continu, super pour des transformations statiques qui dépendent juste de l'entrée. L'EDC neuronal, c'est l'équivalent d'un RNN continu, conçu pour traiter des flux de données qui évoluent dans le temps. Et si le monde n'est pas toujours prévisible? Pour ça, on peut injecter une dose de hasard, de bruit, directement dans l'équation. On entre alors dans le monde des équations différentielles stochastiques, les EDS neuronales. Elles sont parfaites pour modéliser des systèmes où l'incertitude est reine, comme les marchés financiers ou certains phénomènes en physique. Bon, assez de théorie pour l'instant, voyons un peu où ces modèles à profondeur continue font vraiment la différence dans le monde réel. Les applications sont déjà nombreuses. En apprentissage supervisé, les ODN Nets donnent de très bons résultats sur des benchmarks classiques comme MNST. Pour les séries temporelles, ils sont devenus une référence pour les données médicales ou financières. Côté modèle génératif, les flux normalisants continus sont extrêmement puissants. Et tout ça, ce n'est plus juste de la recherche. Des librairies comme Torch, Diffeq rendent ces modèles accessibles à tout le monde. Pour terminer, il faut aussi avoir une vision lucide. Ces approches sont prometteuses, mais il y a encore des défis à relever avant qu'elles ne deviennent la norme partout. Oui, même s'ils sont puissants, ce n'est pas encore la solution miracle. D'abord, l'inférence peut être plus lente, parce qu'il faut résoudre numériquement une équation différentielle. L'entraînement de certaines versions, surtout les EDS, peut être un peu capricieux. Et enfin, il y a un point plus subtil. Une EDO neuronale est ce qu'on appelle un homéomorphisme. C'est un peu comme si on étirait une feuille de caoutchouc. On peut la déformer autant qu'on veut, mais on ne peut pas la déchirer. Ces modèles peuvent donc transformer les stases de façon très complexe, mais ils ne peuvent pas créer de rupture, ce qui peut être limitant pour certaines tâches. Ce qui nous amène à cette question pour finir. En passant du discret au continu, on n'a pas juste découvert un nouvel outil. On a peut-être changé la nature même de la question. Plutôt que de se demander combien de couches faut-il, la question de demain sera peut-être plutôt quelle est la bonne dynamique. Merci d'avoir suivi cette exploration.